Imaginez un instant. Si nos conversations, nos gestes de solidarité ou même nos débats d'idées, si tout ça, ce n'était pas juste des interactions sociales, et si en fait ça avait le pouvoir de modifier carrément notre code génétique, de sculpter l'évolution future de l'humanité. Ouais, l'idée est assez radicale, et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la question qui est au cœur de tout ça, c'est comment est-ce que des actions aussi humaines, aussi fondamentales que le dialogue ou la solidarité pourraient bien avoir un impact concret sur ce que la source de notre analyse appelle l'âme collective. Bon, pour bien comprendre où on va, il faut commencer par le début. Et le concept de base, vraiment à la pierre angulaire de tout ça, c'est cette idée d'âme collective. Attention, on ne parle pas ici d'un truc mystique ou ésotérique, non. Pensez-y plutôt comme un immense champ d'information, quelque chose qui est partagé par l'humanité tout entière. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut imaginer la somme de toutes les données, de toutes les infos qui ont été un jour perçues par nos sens et traitées par le cerveau de chaque être humain qui a existé. C'est comme une gigantesque base de données vivante de l'expérience humaine en quelque sorte. D'ailleurs, la source donne un nom technique un peu particulier à ce concept, BUAAUE BIAE. Voilà, c'est juste le terme scientifique, si on veut, pour désigner ce patrimoine d'information de l'espèce. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on va continuer à parler d'âme collective, mais au moins on sait que les deux veulent dire exactement la même chose. Ok, donc on a cette âme collective. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut l'influencer et comment? Eh bien, d'après notre source, la réponse se trouve dans nos actions de tous les jours. Et c'est là vraiment que ça devient fascinant. Et voilà les fameux déclencheurs. Attention, on ne parle pas de n'importe quelle action. Il s'agit vraiment d'actes qui viennent ajouter de l'information de haute qualité, on pourrait dire, à cette conscience collective. Par exemple, quand on rompt avec des schémas de pensée irrationnels, quand on fait preuve de solidarité face à la souffrance, ou quand on échange des idées de façon constructive, eh bien, chacun de ces gestes vient enrichir ce grand patrimoine commun. Alors là, attention, accrochez-vous bien, parce qu'on entre dans la partie la plus surprenante du modèle. La grande question, c'est comment est-ce que cette information, qui semble presque abstraite, peut se traduire en un changement biologique bien réel au fin fond de notre ADN? Eh bien, la source propose un lien, un pont entre les deux, et il est pour le moins inattendu. Le processus est décrit en 5 grandes étapes. C'est un peu notre feuille de route pour comprendre le mécanisme. Ça part de l'enrichissement de l'info et ça va jusqu'à la création d'un véritable cycle évolutif. On va les regarder une par une. Ok, première étape, juste après l'enrichissement, la codification. C'est-à-dire que l'âme collective ne fait pas que stocker passivement l'information, non, elle l'analyse et elle en déduit des sortes de besoins pour l'espèce. Ça peut être, par exemple, le besoin d'une plus grande intelligence ou d'une meilleure cohésion sociale. Et elle garde ses commandes en attente, prête à agir. Et voilà, on y arrive, le fameux pont, le lien physique entre ce champ d'information et notre biologie. D'après l'hypothèse de la source, ce serait une chaîne d'atomes de krypton. Oui, du krypton, et pas n'importe où, niché au cœur du noyau de nos cellules reproductrices, les gamètes. C'est par ce canal très précis que l'info passerait de l'immatériel au biologique. Alors attention, ces atomes de krypton, ils ne vont pas modifier l'ADN directement. Leur rôle, c'est plutôt d'agir sur des intermédiaires, des enzymes très spéciales que la source appelle des molécules clapet. C'est la prochaine pièce essentielle de notre puzzle. Pour que ce soit plus clair, on peut imaginer ces molécules clapet comme des sortes de gardiens génétiques. Leur travail, ce n'est pas de créer des mutations, non, c'est de faire le tri, de filtrer celles qui apparaissent de toute façon de manière complètement aléatoire. Et alors, comment ça marche ce filtrage? C'est assez simple en fait. Imaginez qu'une mutation aléatoire se produise à cause, disons, d'un rayon cosmique qui passe par là. À ce moment-là, nos gardiens, qui sont guidés par l'info de l'âme collective, via les atomes de crypto, vont prendre une décision. Si la mutation va dans le bon sens, par exemple si elle peut mener à un cerveau plus performant, ce qui est un besoin codé, alors hop, ils la laissent passer. Par contre, si elle ne correspond à rien d'utile, ils la bloquent. C'est un véritable système de sélection active et non plus juste du hasard. Ok, on a le mécanisme. Mais quelles sont les conséquences de tout ça? Si ce système existe vraiment, quel est le résultat final? Vers quoi ça nous emmène en tant qu'espèce? Eh bien, le but, il est assez clair. Il s'agit d'orienter l'évolution, de ne plus la laisser totalement au hasard. Le mot utilisé est de rectifier les mutations pour favoriser l'émergence d'humains qui seraient, disons, biologiquement mieux équipés, notamment avec des systèmes nerveux plus complexes et une capacité de raisonnement supérieure. Et le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ce n'est pas un truc qui arrive une seule fois. Le processus, en fait, il s'auto-alimente. Ça crée ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, un cycle qui, en théorie, tire constamment l'espèce vers le haut. Regardons un peu ce cycle de plus près.
C'est logique en fait. Des individus naissent qui sont génétiquement un peu mieux équipés. Forcément, grâce à leur capacité améliorée, ils vont produire des idées plus complexes, des interactions sociales plus riches. Toute cette nouvelle information, de meilleure qualité, va venir enrichir à son tour l'âme collective. Et une âme collective plus riche pourra alors coder des besoins encore plus évolués pour la génération d'après. La boucle est bouclée, et elle recommence à un niveau supérieur. Et la finalité de tout ça, le grand objectif derrière ce mécanisme, ce serait une transformation profonde de l'être humain. L'idée, c'est de dépasser les restes de nos cerveaux sauvages, nos aspects les plus primitifs, pour évoluer vers un être qui aurait une conscience et une rationalité bien plus développées. Et tout ça nous amène à cette citation qui résume parfaitement l'idée centrale. Si cette théorie est juste, ça veut dire que nos interactions sociales les plus positives, le dialogue, la solidarité, ne sont pas juste de belles valeurs morales, non, ce seraient les outils, les véritables outils concrets de notre propre évolution. Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse, il faut l'avouer. L'idée que chaque conversation constructive, que chaque acte d'empathie vienne alimenter une base de données qui guide notre ADN. Si c'est le cas, ça veut dire que la responsabilité de l'évolution de notre espèce repose littéralement sur nos épaules, dans nos interactions quotidiennes. Notre monde social serait-il, au final, le véritable architecte de notre futur biologique ? La question mérite d'être posée.